la parole au premier intervenant, à Valérie Pratt, qui va nous parler de la redéfinition de l'état de droit dans l'ère post-Nuremberg. Merci, je mets juste mon chronomètre parce que je viens d'apprendre que j'avais que 20 minutes, il est 10h05, donc jusque 10h25. Est-ce que le micro est allumé? Ok. Ben, écoutez, je suis très heureux d'être face à vous, notamment face aux étudiants. Je suis aussi très reconnaissant à l'égard des organisateurs, à commencer par Tristan et Arnaud, qui me font l'amitié de m'inviter et de donner la parole aussi à un philosophe, ou à quelqu'un qui enseigne la philosophie en tout cas, pour mettre les choses en perspective. Donc, bon, j'apprécie beaucoup la transdisciplinarité, le fait de travailler avec des juristes et des politistes, et donc je suis heureux de mettre les choses en perspective d'une certaine manière. Comme Arnaud va parler de l'européanisation du concept d'état de droit, ben moi je vais commencer par la mondialisation. Hein, comme ça, au moins les choses sont claires. Je vais parler dans une perspective qui est celle de l'état de droit avec un grand E, et puis l'état de droit, comme vous le voyez à l'écran, avec un petit e, c'est-à-dire l'état cosmopolitique. Et j'ai mis en exergue une citation de Kelsen pour bien insister sur l'idée que le droit international existe et ce qui s'est passé en 1945 à Nuremberg, puisque c'est de ça dont je vais aussi parler. Je vais me focaliser sur une séquence qui dure pendant les années 40, en fait. C'est que l'état de droit a été promu pour pérenniser la paix, pour lutter contre le crime d'agression qui était poursuivi à Nuremberg. Et donc, il s'agit de penser à la fois l'état de droit en tant qu'il structure une société nationale, mais aussi une société européenne et mondiale. Et alors, j'ai mis le bouquin de Philippe Sands en exergue parce qu'il m'avait beaucoup marqué à l'époque, Lawless World. Et dans le quatrième de couverture, immédiatement, on voit, je l'ai mis en gras, qu'il s'agissait à l'époque des années 40 je ne lis pas tout, je n'ai pas le temps, et puis voilà, regardez ce qui est en gras, il s'est agi dans les années 40 de développer un nouvel état de droit international. Le rule of law anglais a l'avantage de ne pas contenir la notion d'État et donc de nous aider à penser une juridicisation des relations internationales qui ne suppose pas que seuls les États soient des sujets du droit international, mais aussi que les individus puissent l'être et que les individus puissent être poursuivis pour leurs crimes. Je passe la suite de ce que Philippe Sands a interrogé suite à l'intervention des États-Unis en Irak en 2003, à savoir l'attaque que subissait l'État de droit au niveau mondial, dans laquelle on est aujourd'hui plus encore, puisque avec ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, avec Trump, l'État de droit est vraiment mal en point. Bon, vous n'avez pas toute l'image puisqu'il y a des choses au-dessus, mais ce slide, comme on dit, est là pour mettre en perspective les choses philosophiquement. Je m'appuie sur une formule et une phrase de Jacques Derrida dans un texte un peu méconnu sur un bouquin qui concerne les valeurs. Alors l'état de droit, est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est une notion? Est-ce que c'est un concept? C'est précisément là-dessus qu'on va travailler toute la journée. Et Derrida parle alors concernant ces années 40, 45, Nuremberg, les Nations Unies, mais aussi le début de la construction européenne, puisque le Conseil de l'Europe, c'est les années 50. Derrida parle de la production performative en 1945 du concept de crime contre l'humanité, qui, avec le crime de guerre, le crime de génocide, le crime d'agression, qui sont les 4 crimes poursuivis aujourd'hui par la Cour pénale internationale, qui n'étaient pas exactement les crimes poursuivis à Nuremberg, transforme l'espace public mondial et ouvre la voie des instances pénales internationales dont il faut prévoir et espérer qu'elles se développeront irréversiblement en limitant d'autant les souverainetés État national ou stato-national. Et donc l'idée d'un état de droit mondial avec un petit e, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des juridictions qui poursuivent les individus bien au-delà de leurs États. Et donc, je recours à un dinosaure qui s'appelle Kant. Le projet de paix perpétuelle, c'est il y a un peu plus de 200 ans. Et avant, il écrit une idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Et j'insiste sur 2 petites citations des propositions 7 et 8. Le genre humain demeurera sans doute dans cet état jusqu'à ce qu'il ait travaillé à sortir, par la façon dont j'ai parlé, de l'état chaotique des relations internationales. Lawless world. Et on va parler de la lawlessness avec le procureur Jackson notamment, l'état chaotique, on pourrait aussi dire l'état anarchique des relations internationales. Et Kant propose une intégration politique mondiale des États dans une fédération. Et il souligne que cela devrait être, je l'ai mis en gras, un État cosmopolitique mondial, un État cosmopolitique universel avec un petit e.
J'y insiste parce qu'il y a certaines traductions qui sont fautives et des fois on voit État avec grand E. Donc il ne s'agit pas de créer un État de droit mondial. Il s'agit de penser la notion d'État de droit à un niveau mondial et de penser l'Europe dans ce monde-là. Et je soutiendrai la thèse que l'Europe n'a de sens que d'un point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire en tant qu'on projette l'Europe dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut penser une mondialisation de l'Europe et une manière pour l'Europe de s'approprier son intégration dans le monde et pas son intégration simplement dans elle-même. Alors là, le texte que je cite, c'est ma dernière découverte. En préparant ce colloque, j'ai lu plein de trucs et je suis tombé un peu par hasard, je m'y attendais pas, dans le vocabulaire européen des philosophies, il y a un article État de droit qui est écrit par Luc Oechling qui aurait pu venir aujourd'hui, mais ça n'a pas pu se faire. Enfin, il cite Luc Oechling, c'est un article de Philippe Reynaud, et je voulais vous lire au moins la première phrase. Longtemps dédaigné par les philosophes, qui voyaient souvent une notion purement juridique, voire idéologique, le concept d'état de droit jouit aujourd'hui d'un prestige considérable dans la pensée contemporaine, ce qui correspond à l'évolution récente de la politique intérieure des démocraties et du droit international. Et c'est ça qui m'intéresse, cette évolution récente du droit international. La fin du XXe siècle a vu la disparition des régimes autoritaires conservateurs de l'Ouest européen, la montée des juridictions constitutionnelles dans la plupart des démocraties, l'effondrement des régimes communistes et enfin l'émergence, d'ailleurs problématique, c'est ça qui m'intéresse, d'un droit international qui est supposé limiter la souveraineté des États en rendant possible des sanctions contre les gouvernants capables de violations flagrantes des droits fondamentaux. Et c'est ça qui s'est passé à Nuremberg, c'est-à-dire la possibilité de juger des individus auteurs de crimes graves en droit international et de les juger en prétendant leur donner droit à un procès équitable et de dire qu'il y a des règles de droit à respecter pour condamner des criminels de guerre. Faites une expérience de pensée. Imaginez que Staline ait eu raison à la conférence de Yalta autour d'un cocktail. Le soir, c'est Churchill qui raconte ça dans ses mémoires. Il dit, mais bon, il y a quoi? Il y a 50 000 officiers nazis. Fusillons-les tous, et puis la question sera réglée. Donc, ça aurait été tout le contraire de l'état de droit, ça aurait été tout le contraire de la justice. Churchill s'est indigné au plus haut point, il a fait quitter la conférence, etc. Puis Roosevelt est venu derrière Churchill, il a dit non, mais t'en fais pas, on va en fusiller que 49 000. Et après, ils ont expliqué à Churchill que c'était une blague, ils ont dit qu'il n'était pas question de les assassiner, qu'il fallait faire absolument ce qu'il faut pour pouvoir les juger selon les principes de l'état de droit. Ça, c'est la fin de l'article que je ne vous lis pas, même s'il insiste sur la différence entre le concept américain de rule of law, qu'on peut traduire par, on va le voir, règne du droit, c'est pour ça qu'on peut dire le rule of law, ou la règle de droit, évidemment. Et puis, là, je fais une petite pique, il y a une grosse coquille dans le texte, hein, Rechtsstaat. Il ne faut pas oublier, si vous êtes germaniste, mais encore plus si vous n'êtes pas, qu'il faut mettre 2 S parce que c'est le Rechtsstaat, il y a le génitif aussi. Je passe sur la Constitution allemande parce que je n'ai pas le temps. Et là, vous avez la fameuse phrase du procureur Jackson devant le tribunal militaire international le 21 novembre 1945. Il dit, voilà, 4 nations qui sont victorieuses mais blessées, qui vont essayer de rendre justice en soumettant leurs ennemis au jugement du droit et non pas en entrant dans la vengeance. Donc, ce qui est mis en avant derrière le concept de droit, c'est aussi la raison face à la force, la raison face au pouvoir. Et Jackson, on le connaît pour cette image, on le connaît pour ce discours, mais Jackson, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la question du droit en amont. Ça, c'est un extrait de son discours qui est moins connu. Donc, j'ai mis le texte français et le texte allemand. Vous voyez qu'en français, vous avez l'idée que, en anglais, vous avez l'idée que the rule of law in the world, flouted by the lawlessness incited by these defendants, had to be restored. Traduction officielle, hein, on pourrait traduire. Et vous voyez, à l'époque, traduction officielle, c'était pas l'état de droit, c'était pas le règne du droit, c'était la puissance du droit dans le monde, raillée par les illégalités de ces accusés. Lawlessness, on pourrait le traduire par absence de droit. Et on peut voir ensuite que dans les années 40, début des années 40 et jusqu'à la fin des années 40, puisque je vous ai mis
plusieurs textes de Jackson. Jackson écrit un article en 1941 où il souligne la question du défi de l'absence de droit au niveau international. Donc, s'il faut relever ce défi, c'est qu'il faut pouvoir instaurer une forme de droit au niveau international. Il écrit aussi un article en 1942 où il dit bien que le fait de s'appuyer sur le droit doit être étendu au monde entier. Et puis, dans ce texte de 1945, qui précède le procès de Nuremberg, qui date, je le rappelle, de novembre 1945, il écrit un article dont le titre apparaît mal à votre écran. Je suis désolé, mais il est on ne peut plus clair. Rule of Law Among Nations, le 13 avril 1945, avec cette formule un peu rigolote, je le lis en français. Il me semble que nous avons une occasion qui ne se retrouvera pas de sitôt de sortir le droit international du placard où le président Wilson l'avait trouvé. Le président Wilson qui avait beaucoup fait pour essayer de développer le droit international, la SDN, etc., mais qui avait rencontré la résistance du Sénat américain qui n'avait pas voulu que les États-Unis adhèrent à la SDN. Et puis Jackson écrit en 1949, en faisant un retour rétrospectif et réflexif sur son expérience de procureur général à Nuremberg, un article qui a pour titre « La réponse légale à l'absence de droit au niveau international ou face à l'anarchie internationale ». Donc il essaye, une fois encore, de faire un bilan, de montrer comment Nuremberg a été un tournant dans la prise en compte de la notion, de l'idée d'état de droit au-delà des États. Et ça, on va évidemment le retrouver dans la Charte des Nations Unies, on va le retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et on va le retrouver dans l'instauration de l'Europe. On peut rappeler que dans la Charte des Nations Unies, sont défendus, dès le deuxième point du préambule, les droits fondamentaux de l'homme. Et donc là, on rejoint la tradition libérale qui souligne que l'État de droit est là pour défendre les droits de l'homme. Et c'est cette phrase dans la Charte qui va initier la nécessité de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous voyez qu'on est à un moment historique qui est parallèle entre le procès militaire international qui s'ouvre d'un côté et la Charte des Nations Unies qui entre en vigueur à peu près au même moment. Et puis ça va être poursuivi avec la rédaction de la Déclaration universelle. Elle ne sort pas comme un lapin d'un chapeau fin 48. On commence à la rédiger, à travailler dessus en 46. Et puis on a en 48 le texte de la Déclaration, le 10 décembre 48, qui est bien connu, mais bon, c'est un texte qui est bien connu et qui est souvent méconnu. Et puis c'est intéressant de lire les différentes traductions. On voit bien que dans le préambule en français, on a l'idée du considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. C'est la traduction officielle, pour que l'homme ne soit pas contraint à la révolte contre la tyrannie. En anglais, il est bien question que les human rights should be protected by the rule of law. Et puis en allemand, on n'a pas le Rechtsstaat, puisque ça pose bien le problème de l'état de droit. Il ne s'agit pas simplement d'un État, mais d'un régime, d'un règne, une domination du droit. On voit bien qu'en allemand, on a die Herrschaft des Rechtes. C'est peut-être une autre manière de penser l'état de droit en allemand qu'avec cette figure un peu solide, lourde du fameux Rechtsstaat, dont on montrera qu'on doit le nuancer. Puis, donc, si on boucle cette séquence d'une dizaine d'années, en Europe, avant l'Union européenne, on a le Conseil de l'Europe, on a la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec cette idée qu'il s'agit de défendre, j'ai mis juste l'expression en anglais, je n'ai pas mis tout le texte, le rule of law en anglais, la prééminence du droit, encore une autre formule en français, et puis en allemand, une formule tout à fait intéressante et puis un peu difficile à traduire, hein, qui fait un peu écho, c'est l'inverse de la lawlessness, la Rechtsstaatlichkeit, c'est-à-dire non pas l'état de droit, mais l'état de droit, c'est-à-dire une forme de pérennisation du règne du droit. Et puis c'est une formule qu'on va retrouver dans les textes européens. Alors le philosophe à partir duquel je parle sans l'avoir dit jusqu'à maintenant, et qui est quelqu'un qui a été profondément marqué par le procès de Nuremberg qu'il a vécu en étant gamin, plus jeune que vous les étudiants, puisqu'il est né en 29 et qu'en 45, il avait donc 16 ans. Il était assez jeune pour n'avoir pas été enrôlé vraiment dans l'armée allemande. Il a été un peu dans les Hitlerjugend, mais il s'en est vite distancé. Et puis, il a vécu cette période comme une période pleine d'espoir pour que les sociétés européennes se démocratisent, pour que l'Allemagne se dénazifie. Et puis, il écrit sa théorie politique, sa théorie du droit,
Jürgen Habermas, que vous connaissez sans doute au moins un peu, avec des spécialistes dans cette salle renommée, à commencer par Arnaud. Il écrit, au moment des 200 ans du projet perpétuel de Kant, un texte qui célèbre ce bicentenaire, dans lequel il y a quelques formules qui m'ont intéressé pour notre journée. J'en ai choisi 3. La première, c'est que l'idée de l'état de droit requiert que l'exercice de la violence par l'État soit canalisé par le droit légitime, aussi bien vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de l'intérieur. L'état de droit, il a une dimension internationale comme instrument de pérennisation de la paix. Les états de droit entre eux, c'était l'idée kantienne, ne se font pas la guerre. Par ailleurs, la légitimation démocratique du droit doit garantir que celui-ci reste en accord avec les principes moraux reconnus. Ça veut dire aussi que l'état de droit ne peut vraiment être un état de droit que si c'est un état de droit démocratique, et pas simplement un ordre juridique qui tourne de lui-même, d'où l'intégration de la souveraineté populaire, qui est une souveraineté procédurale. Donc il faut, comme on dirait en allemand, ergänzen, il faut élaborer et ajouter des choses. L'état de droit, il doit être démocratique, comme il le dira plus loin, il doit être social, et puis il doit être cosmopolitique. Le droit, pardon, j'ai sauté une phrase, oui, le droit cosmopolitique est une conséquence de l'état de droit, de l'idée d'état de droit. C'est-à-dire que l'idée que nous puissions être non seulement des citoyens de notre état de droit, mais des citoyens d'un régime d'état de droit dans l'Union européenne, donc des citoyens européens, et l'idée que nous puissions nous penser comme des citoyens du monde, elle est intrinsèquement liée à l'état de droit. Et donc il faut sortir d'une vision stato-nationale de l'état de droit. Il faut penser une vision intégrée, communautaire en Europe, mondiale, cosmopolitique de l'état de droit. Alors il critique Carl Schmitt au passage, ça c'est un petit clin d'œil à Tristan, il est alors inconséquent d'exiger que les relations internationales restent à l'abri de réglementations analogues à celle de l'état de droit. Et c'est bien une analogie, ce n'est pas une comparaison. Il y a une égalité de rapport entre ce qui se joue pour les citoyens dans leur état et entre les États. Il termine pour ces citations en disant « Pour éviter le fondamentalisme des droits de l'homme, donc en faire une idéologie, il ne faut pas renoncer à toute politique visant à les réaliser, mais au nom du droit cosmopolitique, transformer l'état de nature entre les États, la lawlessness, en état de droit avec un petit e, là aussi, comme chez Kant, in einen Rechtszustand. » Et puis, il développe là, plus tard, en 2005, un texte qui réagit à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qui mettent à bas tous leurs efforts qu'ils avaient faits après la Seconde Guerre mondiale pour renforcer l'état de droit au niveau international. Et à ce moment-là, dans ce texte où il réfléchit à la constitutionnalisation du droit international, c'est le titre, il nous fait réfléchir à ce qu'est une constitution. En quoi une constitution, le concept de constitution peut être décorrélé du concept d'État. D'où l'idée d'une constitution européenne et d'où l'idée de quelque chose comme une constitution mondiale. En quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme, en quoi la Charte des Nations unies, en quoi la Convention de répression et de prévention du génocide, en quoi le statut de Rome, la Cour pénale internationale, tout ça, ça constitue un ensemble de textes qui fonctionne comme une forme de constitution mondiale sans qu'il y ait un État mondial. Et donc il dit bien, il me reste 3 minutes, que le concept de constitution prend forme dans cette tradition en visant la limitation de l'autorité politique par la séparation distributive des pouvoirs. Cette idée d'une limitation réciproque de façon à équilibrer les pouvoirs dominants, idée qui s'incarnait déjà dans les parlements anciens, dans les États généraux à travers une représentation collective, est progressivement représentée dans les théories modernes de l'État comme une séparation distributive de la puissance de domination et est relié à des concepts individualistes, les droits de l'homme par exemple. Il en résulte 2 variantes du règne de la loi limitant le pouvoir. Le rule of law, c'est les 2 traditions qu'a rappelé Tristan, le rule of law et le Rechtsstaat. Alors lui, il écrit en allemand, il utilise le concept anglais, nous on l'a traduit en français. D'ailleurs, c'est moi qui ai traduit, j'aurais pu mettre règne du droit. C'est là que je me rends compte que oui, règne de la loi, je crois qu'en allemand c'est Herrschaft des Gesetzes. Il y a 2 façons de penser le Herrschaft des Gesetzes, et là ensuite il écrit Rechtsstaat. Donc il aurait peut-être fallu faire une note ou mettre les 2 expressions. Je passe sur celle-ci, et puis je termine, voilà, je termine avec cette idée, il me reste 1 minute, avec cette idée, je ne lis pas tout, qu'il est nécessaire, ce que j'ai souligné en gras en dessous, il est nécessaire que la communauté internationale des États prolonge son développement et devienne une
communauté cosmopolitique des États et des citoyens du monde. Et donc, je pense que l'État de droit ne peut être un instrument de pérennisation de la paix que si l'État de droit, avec un grand E, se tourne vers l'État de droit international avec un petit E, qui est un État cosmopolitique. Je vous remercie.